Bonjour et bienvenue au Comité des régions où le groupe, le PPE, vient d'avoir son séminaire « La vie sans gaz et sans pétrole ». Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec Monsieur Borgerens. Bonjour. Bonjour. Professeur en chimie à l'université de Mons Hainaut en Belgique. Voilà, c'est bien ça. C'est ça, bienvenue. Merci. Et Monsieur Lebrun, vice-président du Parlement wallon en Belgique. J'ai bien prononcé. Très bien. Merci bien. Bonjour. Alors, le séminaire ce matin, la vie sans gaz et sans pétrole, est-ce que ça pourrait devenir une réalité? Oui, écoutez, disons que la production mondiale de pétrole, pour l'instant, atteint un maximum au niveau de sa production, c'est-à-dire qu'elle reste constante. Et puis, dans quelques dizaines de mois ou quelques années, vous aurez un déclin de cette production mondiale pour des raisons essentiellement physiques. Ce qui veut dire qu'il faut se préparer dès maintenant à la disparition de ce pétrole abondant et bon marché qu'on connaît jusqu'à présent. Et donc, une question en fait très importante pour les citoyens. Qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, la demande énergétique augmente tellement? Est-ce qu'on aura une provision stable pour les citoyens? Donc, la principale difficulté, c'est bien celle-là. C'est qu'on voit une production qui diminue ou qui va diminuer encore plus à l'avenir et une demande de produits pétroliers qui est en augmentation. Et donc, le citoyen, à quoi utilise-t-il le pétrole? Essentiellement pour se chauffer et pour se mouvoir et pour transporter des marchandises. Et donc, on se rend compte que ces deux gros postes importants de consommation de pétrole, eh bien, ces deux gros postes vont diminuer à l'avenir. Et donc, il faut trouver des alternatives pour permettre tout simplement de chauffer les habitations, les immeubles d'une autre manière que par les produits pétroliers et surtout aussi de se transporter peut-être moins, de trouver des formules de transport qui mettent davantage en œuvre les transports en commun, que ce soit par bus, par train. Visiblement, nous avons vécu, le citoyen a vécu, dans un monde où l'énergie coûtait très bon marché, était abondante, et nous devons dire aux citoyens, cela un jour va diminuer, et cette diminution est en route aujourd'hui. Donc, bien sûr, il faut trouver des autres alternatives d'énergie. Par exemple, l'énergie renouvelable ou bien sûr le nucléaire, l'énergie nucléaire peut-être. La tendance qu'on va pouvoir observer, c'est que naturellement, on va avoir tendance à se reporter sur des énergies alternatives également fossiles qui sont semblables au pétrole, c'est-à-dire qu'on pourra les liquéfier pour finalement faire des carburants. Donc ça, ce sera la tendance naturelle. Donc on va se reporter sur le gaz et le charbon. Mais étant donné que le pétrole est la forme d'énergie primaire la plus abondante qui est utilisée, vous allez générer des tensions supplémentaires sur le gaz et le charbon. Et donc vous aurez également hausse des prix de ces deux ressources naturelles. Ce qui veut dire qu'il faudra se reporter sur des sources d'énergie alternatives qui n'impliquent pas autant de tensions sur le marché, pas autant de problèmes géopolitiques. Et ces alternatives, c'est quoi? On les connaît. C'est le vent, le photovoltaïque, l'hydroélectricité, la géothermie, l'énergie marémotrice et également, bien sûr, le nucléaire. Et politiquement, est-ce que ça, c'est une alternative? Alors, il est clair, je voudrais d'abord dire ceci. Je crois qu'en matière d'énergie alternative, le PPE, qui finalement est un parti qui est assez proche de la population, des autorités locales et régionales, tient beaucoup à ce que ces alternatives soient pensées au niveau local, au niveau régional. Comment une ville met-elle en œuvre son audit énergétique? Comment une région implante-t-elle des primes, met-elle en œuvre des primes, par exemple, en matière de photovoltaïque? Les perspectives sont supérieures et les mises en œuvre sont locales. Le nucléaire est évidemment un grand débat. Que le nucléaire dépend de l'uranium, qui est lui-même un élément limité dans sa production mondiale, et donc tout basé sur le nucléaire n'est pas une alternative. Il faut, je pense, avoir un panel de solutions et demander aux autorités locales et régionales de faire preuve d'inventivité, de créativité. Aujourd'hui, les villes, les régions jusqu'à aujourd'hui, ne se sont pas beaucoup souciées du problème énergétique. Demain,
ce sera, et aujourd'hui déjà, c'est un problème qui doit les intéresser au plus haut niveau. Et je constate que vous soulignez l'importance des autorités locales et régionales. Pouvez-vous expliquer leur rôle exactement? Est-ce qu'il y a par exemple des incitants financiers pour les consommateurs, pour les citoyens? Oui, c'est très clair. Prenons par exemple, je prends le cas de la région wallonne en Belgique. Nous sommes titulaires de l'autorité sur les sociétés de transport. Il est très clair aujourd'hui qu'il y a toute une série d'initiatives qui sont prises pour rendre les transports en commun plus confortables, plus rapides, permettant d'utiliser du carburant autre que les énergies fossiles. Prenons un autre cas, prenons le cas d'une ville. Aujourd'hui, le ministre en charge de l'énergie demande à chaque ville de faire un audit énergétique sur l'ensemble de ses bâtiments, met en place des primes énergétiques qui permettent de rénover ces bâtiments. La première énergie, la plus importante, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Or, pensons à cette perte énorme d'énergie. Combien de bâtiments publics ont encore du simple vitrage? Combien de bâtiments publics ne sont pas isolés? C'est pour ça que je vous demande s'il y a par exemple des avantages fiscaux pour mettre l'isolation, pour mettre le double vitrage. Tout à fait. Donc, il y a toute une batterie de primes qui existent, de primes pour le particulier, de primes pour les pouvoirs publics, pour économiser l'énergie. Mais il est clair que mettre des panneaux photovoltaïques sur une maison qui n'est pas isolée, c'est un peu construire sur du sable. Il vaut mieux d'abord isoler la maison et puis avoir une source d'énergie alternative. Alors, une des mesures les plus importantes aussi de ne pas utiliser l'énergie, c'est l'efficacité énergétique. Et certains États membres ont été critiqués pour leur retard dans l'application de la législation visant à réduire la consommation énergétique, surtout dans le secteur des bâtiments, je comprends. Que fait-on dans cet égard? Eh bien, en région wallonne, nous venons de voter un décret, donc une loi, qui oblige tout bâtiment nouveau à ne consommer qu'une certaine quantité d'énergie. Et donc, il est clair que le permis de bâtir n'est donné qu'à partir du moment où il y a une attestation de l'architecte et de l'entrepreneur selon laquelle la maison ne consommera pas un niveau fixé d'énergie. Donc, il y a véritablement une prise de conscience, c'est une obligation, c'est la loi qui va obliger finalement le citoyen qui construit son habitation à économiser. Et où peuvent les citoyens trouver ce type d'informations? Il y a au niveau de la région wallonne ce qu'on appelle les guichets de l'énergie, c'est-à-dire les guichets de l'énergie qui permettent tout simplement de conseiller le citoyen. Ce sont des spécialistes en matière énergétique répartis dans les villes wallonnes et qui conseillent les citoyens quant à l'application de toute une série de mesures.